Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 des joueurs à surveiller par Grand Club. On est avec Mathéo Ouais, salut à tous. et avec Mathias. Salut tout le monde. Donc on va direct commencer avec Mathéo qui va nous faire un top 3 des joueurs à surveiller du côté du RC Lens. Vas-y, je te laisse la parole. Oui. Alors, je vais faire une petite mention honorable avant de commencer mes trois joueurs. Pour leur coach, Dino Topmöller, qui vient d'arriver. Alors, il est connu notamment pour avoir été l'adjoint de Nagelsmann à Leipzig et au Bayern Munich. Il est après allé à Francfort en tant qu'entraîneur principal où il a fait 3 ans, où il a même qualifié fort en Ligue des Champions. Et il est arrivé cet été au RC Lens et il a signé un contrat jusqu'en 2028. C'est un entraîneur qui reste dans la continuité de Pierre Sage et de Francaise, dans l'intensité de jeu, dans ne rien lâcher pendant 90 minutes et avec son fidèle 3-4-3. Et voilà, on a vu au dernier match ce week-end avec le RC Lens que ça matchait plutôt bien avec son équipe. Et donc, à voir par la suite. Bon, alors du coup, je vais commencer par mon premier joueur. Mon premier joueur qui est Yacine Titraoui, international algérien. Il a fait cette Coupe du Monde, mais justement, ça a fait gros débat parce que son sélectionneur lui a donné aucune minute. Pourquoi suivre Titraoui, déjà acheté par Lens à Charleroi pour 8 millions. Milieu de terrain très technique, à l'aise sous pression et capable aussi de beaucoup travailler. Sa capacité à remplacer Mamadou Sangaré et surtout son adaptation en Ligue des Champions sera surveillée. Euh, Au dernier match contre le PSG, il a fait un super match, le deuxième meilleur joueur sur le terrain, sorti à la 70e minute environ. Il a fait un match de patron, il a bien géré le milieu de terrain du PSG. Maintenant, cette année, Lens va jouer la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions, la Coupe de France. Donc, il aura du temps de jeu, il aura des matchs où il pourra se montrer. Donc, c'est un joueur à suivre. En deuxième position, j'ai choisi Ismaïla Gagnou, joueur qui s'est révélé la saison dernière grâce à la blessure de Jonathan Grady, qui a eu une rupture des ligaments croisés. Donc, le petit de 19 ans a été jeté dans le bain face à Auxerre. Premier match, un rouge. Donc, il est revenu 2 matchs après. Et depuis, titulaire jusqu'à la fin de saison. C'est une grande révélation récente de la Gaillette, centre de formation du RC Lens. Il a déjà gagné en importance avec les gros et son potentiel a particulièrement intéressé plusieurs clubs pendant ce mercato, notamment Crystal Palace. Il y a eu des discussions, mais c'est pas allé plus loin avec Liverpool. Mais surtout, la plus grande approche, c'était l'AC Milan où carrément le coach a appelé le joueur, mais le joueur a préféré prolonger avec le RC Lens. Donc ça en dit gros sur la mentalité du joueur et de son entourage. Il est très bien entouré parce que prolonger avec le RC Lens alors que derrière tu as l'AC Milan, tu as Crystal Palace et tout qui pousse pour t'acheter. Ça en dit long sur le joueur que c'est. Euh, Super joueur. Encore ça a montré face au PSG que ça, contre un Kvaratskhelia, contre un Doué, c'était fort. Donc à suivre encore cette saison et aussi sélectionné depuis récemment avec les espoirs de l'équipe de France. Pour mon troisième joueur maintenant, j'ai choisi le jeune Méziane Mesloub. Méziane Mesloub, fils d'un joueur passé notamment vers Bordeaux, Lorient, Lens, Walid Mesloub, international algérien également. Alors Méziane, il a 3 nationalités. Algérien du côté de son père, portugais du côté de sa mère et français parce qu'il est né en France. Euh, il est notamment connu parce que l'année dernière, il est rentré à un seul match. Au bout de la 70e minute, c'était contre Nantes. Il y avait 0-0. Et le petit, il rentre. Au bout de 5 secondes, il marque et qui qualifie son club formateur en Ligue des Champions. Euh, il a notamment aussi fait une bonne préparation cet été avec un doublé face à Boulogne. Ça reste Boulogne, mais pour un gosse de 16 ans, le match qu'il a fait, c'était un match de champion. Contre Villarreal, il a aussi fait une bonne passe D. Même les commentateurs espagnols l'appellent le petit Yamal. Donc ça en dit long sur son jeu. Bien évidemment, du coup, il aura du temps de jeu, surtout en Coupe de France et en Ligue 1. Peut-être un peu juste pour la Ligue des Champions, mais il aura du temps de jeu pour acquérir en compétences.
et gagner en maturité. Donc joueur à suivre. Voilà du côté du RC Lens. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est moi qui va faire le top 3. J'aimerais faire une petite mention honorable à Akliouche qui vient d'être recruté pour 50 millions en provenance de Monaco. Donc ça sera à surveiller. Mais aussi à Gvardiol qui a fait une saison digne d'un ballon d'or. Mais malheureusement avec la Coupe du Monde, vu qu'il est géorgien, il n'a pas pu y participer. Du coup il est moins dans les débats pour le ballon d'or. Et enfin, une petite mention honorable à Ferran Torres qui vient d'être recruté récemment. Et je trouve que c'est une bonne pioche, même s'il y a beaucoup de ratés devant le but. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, un petit buteur. En remplaçant de Ousmane Dembélé, ça peut être très très bien. Donc le top 3, je dirais Marquinhos. Pourquoi Marquinhos? Parce qu'il a 32 ans. Et pour moi, je pense que c'est sa dernière saison au haut niveau. Puisque du coup, 32 ans, c'est assez âgé. Mais bon, c'est peut-être pas la seule raison. C'est surtout que à Paris, il y a Zarbarni, il y a Lucas Beraldo. Et ils sont actuellement sur un jeune défenseur de Sassuolo, Isdes. Et donc je me dis que Paris prépare l'après Marquinhos. Et ça sera peut-être du coup sa dernière saison. Donc ça sera à surveiller. En top 2, je mets Mika Götze, qui vient d'être recruté pour 45 millions en provenance de l'Ajax. Lui, je l'ai mis parce que il va remplacer Barcola. Barcola, c'était un très gros joueur du côté de du Paris Saint-Germain, pardon. Après, c'est pas encore fait, mais normalement, il va partir quand même du côté de Liverpool ou encore même Arsenal. Mika Götze, c'est un très 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 bon footballeur. Il a fait 30 GA la saison passée avec l'Ajax, toutes compétitions confondues. Ce qui est vraiment remarquable pour un ailier gauche. Et enfin, le top 1, je veux dire Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 2 saisons qu'il fait des saisons masterclass niveau ballon d'or avec des stats incroyables pour un joueur qui est blessé la moitié de la saison à chaque fois, ou alors même l'an passé il a été pas très bon jusqu'à janvier et après il a fait que stater, que marquer, tout ça, donc ça sera surveillé. Et comme l'a dit Mourinho dans son documentaire sur Netflix, d'ailleurs je vous invite à la regarder, la 3e saison c'est souvent la saison maudite. Ça fait 4 saisons qu'il est là, mais c'est la 3e saison peut-être où il peut performer ou alors échouer. Moi personnellement je le vois bien, pas flop, mais baisser d'un niveau, parce que ça fait 2 saisons quand même qu'il est vraiment au top. Mais je pense que là avec Ferran Torres, Mika Götze, ça va être autre chose, ça va être un nouveau cycle. Et Dembélé il va perdre de plus en plus sa place. Donc pour moi, voici le top 3 du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant je vais passer la main à Mathias. Donc on va parler de Marseille qui est une déception en fait en championnat. Ils ont fini 5e, donc même pas en Ligue des Champions. Donc c'est en dessous des standards habituels de l'OM. Donc petite mention spéciale à Timothy Weah. Ce sera intéressant à suivre. Pourquoi? Pour sa 2e saison à Marseille. Même s'il n'est pas beaucoup décisif, il est polyvalent, il est rapide, il est explosif et il a déjà montré ses qualités lors de sa première année. Il doit maintenant confirmer et prendre encore davantage d'importance dans l'équipe. Et il y a des rumeurs à Sunderland, mais pour l'instant, il est sur la bonne voie pour rester à l'OM. Donc c'est un joueur intéressant à surveiller. Pour mon top 3, j'ai choisi Quinten Timber, qui pourrait devenir un élément majeur du milieu de terrain marseillais. Il est arrivé à l'OM en janvier 2026 en provenance de Feyenoord pour seulement 4,5 millions, alors qu'il est valorisé à 25 millions, tout ça parce qu'il était en fin de contrat. Pour sa première saison complète à Marseille, il sera particulièrement intéressant à suivre. C'est un milieu très mobile et puissant, il est capable de participer aussi bien aux phases défensives qu'aux attaques. Il aime se projeter, casser les lignes balle au pied et apporter du danger dans les derniers mètres. Donc son activité et sa polyvalence vont lui permettre d'évoluer dans différentes positions au milieu de terrain. Sa 2e saison a été convaincante, au point de devenir rapidement un élément important du collectif. Il a eu de plus en plus de temps de jeu avec Marseille dans cette 2e partie de saison. Il a été élu joueur du mois à Marseille en février et en avril 2026. Donc ça va être très intéressant à suivre.
Sa première vraie saison à Marseille, c'est la saison prochaine, et ça va apporter beaucoup de bien au milieu marseillais. Mon top 2, Amine Gouiri, qui lui aussi aura beaucoup de responsabilités offensives cette saison. Il a fait une saison 2025-2026 intéressante, comme en 24-25, mais le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Il a quelques problèmes physiques, notamment une blessure à l'épaule en début de saison. Il pourra profiter notamment du départ de Greenwood pour essayer de prendre une nouvelle dimension. Il a une capacité à marquer et à participer au jeu qui en fait de lui un joueur essentiel pour le nouveau projet marseillais. Et enfin, mon top 1 pour Marseille, Igor Paixão, qui devrait être l'un des principaux leaders offensifs de l'OM. Il est explosif, il est technique, il est capable de faire la différence en 1 contre 1. Lui aussi peut devenir un nouveau visage du club après le départ de Greenwood, qui prenait vraiment beaucoup de place. Donc avec le départ de Greenwood, on espère que des joueurs comme Paixão ou Gouiri vont prendre encore plus de place en attaque. Et donc il pourra vraiment être ce leader offensif que Marseille recherche. Voilà pour le top 3 joueurs de Marseille. Voilà, je laisse Mathéo continuer ensuite. Bon, maintenant on va passer du côté de la Liga et je vais commencer avec les 3 joueurs à suivre du côté du Real Madrid. Pour le premier joueur, j'ai choisi bien évidemment la jeune recrue Yann Diomande. C'est le nouveau phénomène du Real, arrivé de Leipzig pour une opération pouvant atteindre 125 millions plus bonus. Il sort d'une saison impressionnante avec 15 buts, je crois, du côté de la Bundesliga et 9 passes décisifs. Sa première vraie saison au très haut niveau. Là, il va arriver dans une équipe avec quand même un effectif plus grand et plus performant que les Leipzig, avec des joueurs très connus comme Mbappé, Vinicius, Bellingham. Il va aussi jouer à la Champions League. Donc c'est vraiment une marche encore plus haute que Leipzig, le Real Madrid. Donc à voir comment il va s'adapter. Voir comment aussi avec la concurrence. Il va encore en apprendre beaucoup. Donc d'un côté, c'est aussi un pari pour le Real Madrid. Donc à suivre et à surveiller. Après, j'ai choisi Carlos Espi. Carlos Espi, aussi recruté par le Real Madrid cette saison. Il a joué du côté de Valence, le jeune de 21 ans. C'est un profil différent de Mbappé, 1m94, puissant et excellent dans le jeu aérien et un véritable numéro 9. Il a déjà impressionné Mourinho pendant la préparation avec 3 buts, malgré seulement 153 minutes disputées. À surveiller sa capacité à devenir la doublure idéale de Mbappé, parce que c'est compliqué d'être la doublure d'Mbappé. Il est jeune, mais les Madrilènes ont beaucoup d'espoir en lui. Et moi, c'est vrai que je vois un futur grand joueur espagnol au Real Madrid. Bon, le troisième joueur, on le connaît tous. Il va avoir 27 ans. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, joueur 3 étoiles. Mbappé, c'est sa 3e saison du côté du Real Madrid. Il a 27 ans si je ne me trompe pas. Il arrive dans une maturité. Pour moi, si vraiment il veut devenir le grand joueur, il veut être le Ballon d'Or et décrocher le Ballon d'Or, c'est sur cette saison que ça se joue. Il a fait la saison dernière une saison avec 42 buts en 43 matchs, donc, dont 25 buts en Liga et 15 en Ligue des Champions. Ça fait un ratio de 1 but par match pratiquement, 0,98 environ. Il est régulier, 17 buts dans le jeu au pied et 3 réalisations de plus de 22 mètres, excusez-moi. Mais il y a un truc qui pourrait le freiner, c'est ses blessures. La saison dernière, il a eu quand même pas mal de blessures, surtout au niveau des muscles, où ça l'a éloigné des terrains à peu près 15 jours. Même ça avait mis sa candidature pour la Coupe du Monde en jeu. Maintenant, mais pour moi, cette saison, ça va être sa saison de maturité et pourquoi pas décrocher un ballon d'or et pourquoi pas sa première Ligue des Champions. Je laisse la parole à Lucas, si je ne me trompe pas. Exactement, donc moi je vais présenter mon top 3 des joueurs à surveiller pour l'Atlético de Madrid, donc on reste en Liga.
faire deux petites mentions honorables. D'abord à Lookman. Lookman qui a signé à l'Atlético de Madrid l'hiver dernier, en janvier 2026. C'était pas mauvais. Il a quand même 13 GA en 24 matchs, ce qui est quand même pas mal. Mais on en attend encore un peu plus, puisque avec l'Atalanta c'était vraiment exceptionnel. Enfin, surtout la saison 23-24 où il met triplé en finale d'Europa League face à un Leverkusen qui était invaincu. Et ma deuxième mention honorable, c'est pour, excusez-moi de la prononciation, Yujlmond. C'est un milieu défensif du Sporting Lisbonne pour ceux qui ne connaissent pas. Il a signé à l'Atlético de Madrid pour 40 millions. Moi je trouve que c'est une recrue très intéressante car il représente l'ADN de l'Atlético de Madrid. C'est des petites fautes intelligentes, c'est du duel, pardon, du physique. C'est vraiment un mec qui va se battre et qui met sa vie en jeu sur le terrain, quoi. Donc on va commencer le top 3 par Alejandro Grimaldo qui a signé cet été à l'Atlético de Madrid pour 22 millions d'euros en provenance du Bayer Leverkusen. Moi je trouve que c'est une très bonne pioche puisque c'est vraiment un latéral gauche de base, un latéral gauche, il faut pas oublier, qui est vraiment intéressant depuis 3-4 saisons avec le Benfica mais encore avec le Bayer Leverkusen. Mais par contre il y a un problème, c'est que lui il joue dans une défense à 3 et avec l'Atlético de Madrid et surtout avec Simeone ça va être compliqué, mais il va peut-être trouver quand même une place dans cet effectif et je l'espère parce que vraiment c'est un top joueur. Donc j'espère qu'il va jouer plutôt haut sur le terrain, peut-être en tant qu'ailier gauche, en tant que super sub pour Alex Baena ou même latéral gauche, mais je le vois mal défendre en tant que latéral gauche. Donc ça sera vraiment à surveiller Alejandro Grimaldo, pardon. En numéro 2, Christian Romero, l'ancien défenseur central de Tottenham, qui a signé cet été aussi à l'Atlético de Madrid pour 40 millions d'euros aussi. C'est un patron en défense du côté de l'Argentine ou encore de Tottenham. Ça fait 2 saisons maintenant, ou 3, qu'il était du côté de Tottenham. On voyait qu'il était au-dessus de ses coéquipiers. C'était vraiment un joueur exceptionnel. C'était vraiment un des meilleurs défenseurs de Première Ligue depuis 2 ou 3 ans. Maintenant, avec Simeone, ça va être encore mieux, je pense, puisque lui, il a vraiment cette grinta. Il représente vraiment l'ADN du club, je trouve. C'est vraiment le profil type que Simeone demande. Et donc, je pense qu'il va faire extrêmement bien dans cette défense de l'Atlético de Madrid. Et en top 1, je pense que tout le monde le sait, Lee Kang-in, ça va être un joueur vraiment extrêmement intéressant à surveiller. Pareil, recruté pour 40 millions d'euros. L'Atlético avait besoin d'un joueur pour remplacer Griezmann. Et je pense que Kang-in Lee peut très bien le faire, puisqu'avec Paris, il n'a pas eu forcément le temps de jeu qu'il espérait. Et quand il est rentré, je trouve il apportait ce côté créatif. Et donc l'Atlético a besoin de ça. Surtout que Griezmann du coup n'est plus là. Et je pense que ça peut faire un très très bon remplaçant pour Griezmann. Maintenant, j'espère qu'il va être titulaire, j'espère qu'il va être décisif. Et j'espère qu'il va montrer ce côté créatif à l'Atlético. Et ça peut faire très très mal. Maintenant je passe la main à Mathias qui va présenter le Barcelone. Le Barça, déjà dans les mentions honorables. Au Barça, il y a plein de talents à évoquer. Il y a un effectif vraiment très complet. On pouvait penser à Pedri, qui est le véritable cerveau du milieu de terrain. Il est toujours essentiel au jeu du Barça. On a Koubarsi aussi, qui a été impressionnant à la Coupe du Monde, malgré son jeune âge. On avait l'impression qu'il avait 40 ans. On a aussi Anthony Gordon, qui a fait une plutôt bonne Coupe du Monde. C'est la grosse recrue offensive. Et même, pourquoi pas, Rodri, mais il n'a pas encore signé, donc à voir ensuite. Donc déjà, mon top 3, il commence par Marc Bernal. À seulement 19 ans, c'est déjà l'un des grands espoirs du FC Barcelone. C'est un milieu défensif moderne, il est très intelligent, il a une qualité de passe et il est calme avec le ballon. Il a connu une période compliquée avec une blessure. Et là, il revient cette saison avec l'objectif de s'imposer dans l'entrejeu barcelonais. Ça va être difficile puisqu'il y a déjà Pedri, éventuellement Rodri et d'autres talents. Et donc, ça va être très intéressant de voir s'il peut gagner une place dans l'équipe de Hansi Flick.
dans cette saison en 2026-2027. Ensuite, le deuxième, Lamine Yamal. Il n'y a plus trop besoin d'être présenté puisque tout le monde le connaît. Il a seulement 19 ans lui aussi. C'est déjà l'un des joueurs les plus importants du Barça, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il a encore progressé la saison dernière, même si sa saison était moins aboutie qu'en 24-25, je trouve. Il a moins porté son équipe. Et là, la question, c'est est-ce que Yamal va pouvoir amener Barcelone à une Ligue des Champions? Ça fait longtemps que Barcelone n'a pas été au sommet de l'Europe. Donc, il aura énormément d'attentes lors de cette saison. Il est créatif, il a des dribbles, voilà, il a la capacité à faire les différences. Et donc, c'est un petit peu le facteur X de l'équipe. C'est lui qui débloque les situations. Il a gagné la Coupe du Monde, bien évidemment, même si ça n'a pas été le joueur phare de son équipe. Mais il va être très intéressant à suivre dans cette saison pour voir si vraiment il passe un cap. Comme disait Matteo, un petit peu comme Mbappé tout à l'heure. C'est pareil pour Yamal du côté du Barça. Donc, on va voir s'il gagne un niveau en maturité. Et enfin, mon top 1 joueur à suivre, Karim Adeyemi, c'est la recrue à surveiller en priorité. Il est très rapide, explosif, polyvalent, il peut évoluer sur les ailes comme en pointe. Son arrivée au Barça représente une nouvelle étape dans sa carrière. Il était jusqu'à là à Dortmund. Je trouve que c'est un très bon joueur, même si parfois il peut être un petit peu irrégulier. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. J'espère que Hansi Flick pourra un petit peu l'utiliser parfaitement. Son arrivée au Barça représente son profil apporte une nouvelle dimension à l'attaque barcelonaise. C'est vraiment très intéressant. Lui, tout comme Gordon finalement. Mais c'est mon top 1 joueur à suivre pour voir s'il arrive à s'imposer dans un plus grand club qu'est le Barça. Donc voilà pour Barcelone. Et donc maintenant, on va passer du côté de la Première Ligue. Et on part à Manchester City. Alors, Manchester City en premier joueur, j'ai choisi Abdoukodir Kouzanov. Alors, pourquoi pour moi, on doit le suivre. L'ancien Lensois a énormément progressé à City, notamment sa vitesse exceptionnelle et ses replis défensifs souvent très agressifs, mais dans une certaine limite, sans faire la faute. Dans les duels et sa lecture de jeu lui ont permis de devenir le défenseur important de Manchester City. Il a joué 15 matchs il a joué 21 matchs, 15 titularisations, plus de 1300 minutes. Mais là, City ont changé d'entraîneur, donc avec le changement d'entraîneur et l'arrivée d'Enzo Maresca, Kouzanov peut franchir un nouveau cap et devenir un cadre de la défense. Mais bien évidemment, il va falloir faire les matchs, il va falloir être encore plus régulier. Et pourquoi pas, comme j'ai dit précédemment, devenir un cadre de la défense citizen à seulement 21 ans. Deuxième joueur, très jeune joueur à avoir rejoint City cette année, c'est Jérémy Monga. Jérémy Monga qui a fait 27 matchs en Championships pour plus de 900 minutes jouées, un but et 2 passes décisives. Le jeune de 17 ans a d'énormes attentes. Son principal intérêt sera justement de voir comment il va s'adapter très haut niveau. Ses premières apparitions avec les professionnels et la manière dont City va gérer son développement. Car c'est c'est un joyau à polir et à surtout pas gâcher. Donc c'est à lui et son entourage de bosser, mais également au club de lui faire gratter quelques minutes en professionnel. Troisième joueur, c'est un joueur du côté de l'équipe de France, c'est Ryan Cherki, ancien l'Olympique lyonnais. Cherki est désormais installé à City et il vient de réaliser une saison très intéressante avec 33 matchs, 4 buts et 12 passes décisives, qui est quand même, je trouve, une énorme saison pour sa première en Première Ligue, qui est le plus grand championnat d'Europe et même du monde. Ça reste à surveiller quand même avec le nouveau projet de Maresca. Il peut devenir beaucoup plus qu'un simple joueur de rotation et s'imposer comme l'un des créateurs principaux de City. Pour moi, je le vois faire, pour rester dans sa continuité de progression, pourquoi pas devenir le meilleur passeur de cette année en Première Ligue. Là, il était seulement deuxième si je ne me trompe pas. Et aussi, pourquoi pas performer en Ligue des Champions, ce qui pourrait vraiment lui donner un cap aux joueurs français. Voilà, je donne la parole à Lucas.
Maintenant, on va partir vers Londres avec Arsenal. Donc, je vais faire mon top 3 des joueurs à surveiller du côté d'Arsenal. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais faire deux mentions honorables. D'abord, Kai Havertz. Kai Havertz qui a fait une plutôt bonne Coupe du Monde en inscrivant 3 buts. Et même là, face à Community Shield ce week-end, il a marqué un but de tête sur une tête qui a échappé des mains à Donnarumma. Mais il manque encore un peu de stats, c'est ça son problème. Sinon, je trouve que c'est un super bon joueur dans le jeu. Mais du coup, j'aimerais juste qu'il stat un peu plus et ça pourrait devenir un très très bon neuf. Et après, Saliba, parce que Saliba en ce moment, niveau blessure, c'est pas trop ça, il est souvent absent. Et vu que là, cette Coupe du Monde, il a eu un problème de dos, enfin il a continué à jouer malgré son problème de dos, je pense que il va pas être là pendant un moment et du coup j'aimerais bien voir à son retour s'il va retrouver son niveau qu'il avait avant cette blessure. Du coup, d'abord en top 3, je vais commencer avec Tsolis. Tsolis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui vient de Bruges, du club de Bruges en Belgique. Et il a déjà, il a inscrit 40 buts la saison passée, toutes compétitions confondues avec... Non, pardon, waouh! Pardon, c'est 40 millions. Il a été recruté pour 40 millions, excusez-moi. Et à 51 GA avec Bruges, toutes compétitions confondues, bien sûr. Du côté de Arsenal, avec ses matchs de prépa et le match face à Community Shield, il a fait 2 passes D ce week-end. Une pour Calafiori et une pour Martin Odegaard sur le 3ème but. Donc c'est un ailier gauche qui marque énormément de buts et qui délivre beaucoup de passes D, il est extrêmement décisif. Après, est-ce que le passage de Belgique à Première Ligue, c'est peut-être un trop gros steps dans sa vie? À voir, ça peut être comme Gyökeres, mais on va en parler dans quelques secondes avec Gyökeres. Mais je pense que vu déjà les matchs qu'il propose pendant cette prépa, il va montrer des très belles choses en Première Ligue. En numéro 2, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, c'est un milieu de terrain qui franchement est exceptionnel. Pour moi, il est un peu resté trop longtemps à Newcastle. Il aurait dû partir avant. Là, c'était peut-être la saison de trop. Mais maintenant qu'il est parti, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner aux côtés de Rice, parce que je pense qu'il va prendre la place de Zubimendi, qui est un peu déçu, je trouve, la saison passée. Bruno Guimaraes, c'est cardio, il court de partout, il est physique, il n'a pas peur de mettre le pied. Franchement, c'est un milieu de terrain qui me fait le plaisir quand je le vois. En plus, cet été, pendant la Coupe du Monde, il a délivré 4 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal pour un milieu de terrain. Mais moi, j'aime très beaucoup ce joueur et j'espère qu'il va réussir avec Arsenal. Donc c'est à surveiller. Et enfin, en numéro 1, comme je l'ai dit, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, c'est une énorme déception pour certains et pour moi, puisque avec le Sporting, c'était quand même 39 buts en Liga Portugal, la saison 24-25. Puis il arrive à Arsenal et il en marque 14 buts en Première Ligue, ce qui peut être pas mal, mais quand tu marques autant de buts dans un championnat qui a quand même un petit niveau, franchement la Liga Portugal, moi je trouve ça sous-coté et moi je le trouve vraiment performant, mais là je trouve que c'était vraiment pas le même. Peut-être que c'est le système qui lui correspond pas, avec Arteta, c'est vraiment peut-être cette alchimie qui va pas ensemble. Mais là j'ai peur que cette saison ce soit encore pire. Il a commencé sur le banc ce week-end. J'ai peur que ça soit son rôle toute la saison. Mais j'espère quand même qu'il va marquer un peu plus de buts. Parce que seulement inscrire 14 buts en Première Ligue et 5 en LDC, je trouve c'est décevant pour un joueur de ce niveau. Et même en Coupe du Monde, je trouve il nous a déçus. Il a marqué un seul but avec la Suède. Ce qui est vraiment dommage parce que cette équipe de la Suède pouvait faire quelque chose et il devait montrer qu'il était le patron de cette équipe, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Mais ça reste quand même à surveiller, hein. Gyökeres, il n'est pas tout jeune, mais il a encore des années devant lui, il peut faire peur à la Première Ligue quand même dans les années qui suivent. Je vais passer la main à Mathias
Il va nous présenter l'Inter de Milan. C'est parti. Donc on part en Serie A en Italie, donc l'Inter de Milan qui est bien sûr un des favoris italiens pour le titre, mais aussi pour la Ligue des Champions. C'est une équipe compétitive. Euh, Mention spéciale à Lautaro Martinez qui reste le joueur majeur de l'équipe, le capitaine. Et petite mention aussi honorable à Josep Martinez qui pourrait être une révélation dans le championnat italien s'il s'impose comme gardien titulaire puisque Yann Sommer est parti de l'Inter Milan. Donc il sera intéressant bien sûr à suivre son évolution. Donc mon troisième joueur c'est Esposito. Non, Andy Diouf, pardon, un milieu français de 23 ans qui est un joueur à surveiller. Il a été acheté à Lens il y a 1 an maintenant. Donc il est puissant, actif et capable de casser les lignes. Il pourrait profiter de la saison à venir pour passer du statut d'un joueur de rotation ou un titulaire irrégulier à un cadre. Il a fait d'ailleurs des matchs de préparation plutôt intéressants. Donc il sera vraiment un des joueurs à suivre la saison prochaine avec l'Inter Milan. Mon deuxième joueur, donc, c'est Esposito, un jeune attaquant italien de 21 ans qui a marqué 7 buts la saison dernière pour sa première saison avec l'Inter en équipe A. Il a beaucoup progressé, il va devoir avoir davantage de responsabilités avec l'équipe première. C'est un véritable numéro 9 qui a un gros potentiel offensif qui pourrait lui permettre d'exploser cette saison. Il a déjà été convoqué avec l'Italie, il a marqué quelques buts en matchs amicaux, malheureusement pas pour la Coupe du Monde, mais ça pourrait être un des visages de l'attaque italienne dans les années à venir. Et enfin, le top 1 à suivre, la recrue de l'été pour l'Inter, Jed Spence, l'une des recrues les plus intéressantes de ce mercato, je trouve. Il est arrivé de Tottenham pour remplacer Denzel Dumfries. Il possède un profil parfaitement adapté au système interiste. Il est très rapide, puissant, explosif. Il est capable de répéter les courses sur son côté et d'apporter aussi bien offensivement que défensivement. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Si vous avez suivi un petit peu l'Angleterre, c'était une des révélations de cette Coupe du Monde. Donc voilà pour l'Inter qui va être un des favoris pour la Serie A et donc une équipe assez intéressante à suivre pour voir s'ils vont pouvoir faire le back-to-back. Donc voilà pour l'Inter. Merci Mathias. Maintenant, pour ma part, je vais partir du côté du stade Armando Maradona à Naples. Et je vais notamment parler de l'attaquant, excusez-moi pour la prononciation, de Rasmus Højlund. Bon, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais si je me trompe pas, il a définitivement signé à Naples avec une première saison convaincante avec 16 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Et surtout, sa connexion avec De Bruyne peut être très intéressante. Le Belge lui a notamment délivré une super passe décisive contre l'Udinese. À surveiller, peut-il devenir le véritable buteur numéro 1 de Naples à exploser en Ligue des Champions? À voir. Rasmus a disputé plus de 2000 minutes avec Naples. Il a beaucoup de qualités mais aussi des défauts, notamment les jeux en remise, les duels. Il a quelques lacunes sur ses duels et il a du mal à remporter ses duels, surtout les duels aériens. Aussi à la création, il a quelques lacunes et aussi il manque malgré sa bonne saison de la régularité avec Napoli. Et bien évidemment on connaît Rasmus avec sa finition plutôt bonne, ses appels aussi qui sont quand même pas mal pour son âge, sa vitesse aussi. Et il est noté 9 sur 10 par les supporters de Napoli. C'est probablement sa plus grosse arme. Il attaque très bien les espaces et peut faire mal sur les transitions. Voilà pour Rasmus. En 12e joueur, j'ai choisi bien évidemment, on le connaît, belge. Il a eu pendant un moment un peu de seum envers nous, mais on l'aime bien quand même. C'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, 35 ans déjà, ça passe vite.
on le sent quand même que il a atteint il atteint petit à petit son plafond de verre. On voit quand même que avec l'âge, on se rapproche plus de sa fin de carrière que ses débuts. Avec 21 apparitions avec le club napolitain. Euh, il a marqué 5 buts et délivré seulement que 2 passes décisives. Pour un milieu, je trouve que c'est quand même cruellement bas. Alors Kevin, il est à surveiller quand même. Pour sa dernière, on ne sait pas. Et on espère quand même qu'il restera dans le monde du football encore plus longtemps. Grande aventure européenne et surtout son association avec All Young et à suivre cette saison. Pour moi, malgré son âge, il pourra quand même être un taulier de Naples et surtout guider les jeunes et les joueurs qui n'ont pas encore de l'expérience. Donc pour moi, il a encore un gros rôle à jouer avec Naples et donc à suivre cette saison. On connaît ses qualités, sa passe, sa vision, sa vista et surtout ses frappes très dangereuses de loin et sur les coups de pied arrêtés. Et surtout, son intelligence de jeu, son placement, ses déplacements entre les lignes et sa capacité à accélérer le jeu sont exceptionnels. Ses défauts, sa vitesse, il a perdu une partie de son explosivité avec son âge, ce qui est normal. Fragilité physique aussi, fortement perturbé par une blessure à la cuisse, il a notamment subi des interventions chirurgicales et qui lui a manqué plusieurs mois. Aussi l'endurance, ça va avec l'âge, l'endurance diminue petit à petit, mais aussi les duels 1 contre 1. Ses stats au niveau des duels sont pas non plus folles pour un milieu de terrain. Mais pour son âge, pour moi, c'est encore un joueur qui pourra porter Naples encore une saison ou 2. Maintenant, pour mon 3e joueur, je me suis référé au choix des supporters de Naples, notamment sur X, Instagram. Rafa Marin, pardon. Il a joué principalement à Villarreal et en prêt à Naples avant de revenir à Napoli. Il a joué 23 matchs, 21 titularisations, 1 but. Mais il est connu pour ses qualités, sa défense physique, 1m91. C'est quand même un joueur qui porte sur sa défense et sur les attaquants. Il possède un gros gabarit, solide dans les duels. Son placement aussi, son expérience à Villarreal lui a permis de devenir beaucoup plus fiable dans le placement et la lecture des situations. Contrairement à De Bruyne, lui, ses défenses 1 vs 1, il les remporte pratiquement à chaque fois. Il est difficile à éliminer lorsqu'il est bien positionné. Le mur, faut le bouger. Il est aussi très fort dans les jeux aériens. Son physique lui donne un avantage important sur les ballons hauts. Et aussi, il est très fort à la relance. Et ça, pour une équipe, un défenseur qui est fort à la relance, ça peut souvent donner des très belles contre-attaques et des très bons ballons pour l'attaque. Il peut profiter de la concurrence en défense pour gagner davantage de temps de jeu et montrer qu'il peut s'imposer durablement en Serie A. Moi, j'en ai aucun doute. J'ai vu quelques vidéos. Parce que c'est vrai que le joueur, je le connaissais pas spécialement, mais là, c'est un joueur que je vais suivre parce que c'est vrai que c'est un profil intéressant. Voilà, c'est fini pour mes joueurs du côté de Naples. Je vais partir du côté de l'Allemagne et précisément Borussia Dortmund. Alors Borussia Dortmund, personnellement, c'est une équipe que je vais vraiment surveiller cette saison puisqu'il y a plein de petits jeunes à suivre, mais aussi des joueurs qui la saison passée ont montré des belles choses et qui cette saison peuvent exploser. En mention honorable, j'ai mis Félix Nmecha. C'est un milieu incroyable. Moi, je ne comprends pas pourquoi il reste à Dortmund. Franchement, personnellement, je suis supporter de Liverpool. J'aimerais tellement un joueur comme lui qui est physique, costaud, il court partout. Franchement, c'est pour moi le meilleur joueur de Dortmund la saison passée. Et aussi mention honorable à Fabio Silva, qui est un attaquant qui il y a quelques années c'était un crack. Tout le monde se l'arrachait parce que c'était vraiment un phénomène pour son âge, sauf que depuis quelques années il se perd. Mais là, son retour à Dortmund, moi je le trouve pas mal. Il manque un peu de buts, de passes D, mais dans le jeu, franchement, ce qu'il propose, c'est magnifique. Les petits dribbles, la création, les passes D, il a quand même 6 passes D en Bundesliga. C'est vraiment pas mal.
Donc moi, j'aimerais vraiment suivre Fabio Silva qui montre de très bonnes choses, surtout qu'il ne joue pas à son vrai poste à Dortmund puisqu'il y a Serhou Guirassy en pointe et lui il joue en ailier droit alors que son poste de base c'est buteur. Mon premier joueur dans ce top 3 c'est Job Bellingham. Job Bellingham c'est un crack qui s'est révélé à Sunderland lors de la montée en Championship maintenant il y a 2 ans du coup. Félix Nmecha ça va être incroyable. Il a le mental pour, puisque face au Bayern, il avait fait une petite boulette, il me semble, sur un but. Et il s'était relevé direct. Après, il a enchaîné que des top performances. Moi, Job Bellingham, franchement, ça peut être un milieu qui peut exploser cette saison et qui pourra chercher un top 10, top 5 meilleur milieu de la saison qui arrive. Puis il n'a que 20 ans, donc il a encore une marge de progression. Donc il pourra encore élever son niveau et développer son jeu. En numéro 2, Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, c'est un buteur qui, il y a 2 saisons, en 2024-2025, était exceptionnel. Il avait fini co-meilleur buteur de Ligue des Champions avec Rafinha. Il avait 47 goal assists, toutes compétitions confondues. Mais la saison passée, ça a été un peu plus dur. 28 goal assists. Ça a été beaucoup de ratés devant le but. C'est quand même 17 buts en Bundesliga, mais franchement, c'était pas la même chose qu'en 2024-2025. Après, il vieillit, il a 30 ans. Mais je pense que c'est sa dernière saison peut-être au top niveau. Après, je le vois bien partir en Turquie ou en Arabie Saoudite. Mais là, je pense que c'est sa dernière saison du côté de Dortmund. Là, j'ai vu, il était peut-être en passe de partir de Dortmund. Mais j'espère quand même qu'il va rester une dernière saison et parce qu'il a encore le niveau pour faire une petite dernière saison Bundesliga et pourquoi pas concurrencer Harry Kane, même si c'est extrêmement compliqué. Et mon top 1, c'est mon chouchou. C'est vraiment le joueur qui, je pense, va exploser, va vraiment tout casser. Tout championnat confondu, pour moi, c'est ce joueur. C'est bien sûr Karetsas qui vient de signer à Dortmund en provenance de Genk. Franchement, c'est incroyable. Ce mec, dans la créativité, dans les passes, dans la création de jeu, c'est vraiment incroyable. La saison passée, il a pu délivrer 18 passes D quand même avec Genk, toutes compétitions confondues. Il a marqué aussi en Europa League. Il a 7 goal assists, il me semble. Et il a que 18 ans. Et il a quand même déjà 10 sélections avec la Grèce, et dont 3 buts et une passe décisive. Ce qui est vraiment pas mal pour son âge. Maintenant, à voir ce que ça donne avec Karetsas parce qu'il a avec Dortmund, pardon, parce que il a été recruté quand même pour 35 millions d'euros. C'est une grosse somme pour un jeune de son âge qui vient de Belgique, mais franchement, je crois en lui. Je pense qu'il va tout péter. Il a fait une super prépa avec Dortmund. Il a marqué un but. J'ai vu, il est plutôt pas mal en plus. Je vous invite à le regarder. Et si vous pouvez regarder la Bundesliga et Dortmund, franchement, regardez Dortmund, vous allez vous régaler. Donc moi c'est terminé. Je vais passer la main à Mathias qui va faire son dernier top 3. Et ça va être du côté du Bayern Munich. Ouais, donc du côté du Bayern, déjà les mentions honorables. Au Bayern, il y a pas mal de joueurs à suivre, mais bon, je m'y connais un petit peu, donc peut-être que j'exagère un petit peu, mais déjà, on a Bara Sapoko Ndiaye, un milieu de 18 ans, sénégalais, que le Bayern vient de recruter pour 3,5 millions seulement. C'est le remplaçant de Goretzka, rien que ça. Le Bayern a fait exprès de ne pas recruter un milieu supplémentaire pour lui laisser du temps de jeu. Il est très rapide, explosif, il couvre l'entièreté du terrain, il peut attaquer, il peut défendre, il possède des bonnes qualités de passe et de dribble. Son profil me rappelle un petit peu Alphonso Davies avec ses grandes enjambées, il est très rapide, c'est, il me semble, le joueur le plus rapide du Bayern. Il pourrait être utilisé comme remplaçant donc, de Goretzka cette saison. Et au Bayern, on a aussi Saibari et Brown qui ont été recrutés tous les deux pour 50 millions chacun. Ce seront évidemment des joueurs à surveiller, notamment la concurrence Davis-Brown ou encore Niabri, Saibari, Musiala, Saibari, même si Saibari est un joueur polyvalent qui peut jouer buteur sur les ailes. Donc voilà, donc ces 3 nouvelles recrues-là vont être très intéressantes à observer au Bayern Munich la saison prochaine. Donc mon top 3, tout d'abord Jamal Musiala.
Il a 23 ans maintenant. C'est le nouveau numéro 10 du Bayern. Il n'a pas encore fait une saison avec le numéro 10, une saison entière en tout cas avec le numéro 10. Il a eu une très très grosse blessure après son match face au Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Donc il revient que maintenant. Il a été opéré après la Coupe du Monde. On lui a retiré une plaque. Donc j'espère vraiment qu'il va être libéré. Il a de très très grosses attentes. Musiala, ça peut être le facteur X. Le Bayern a été monstrueux la saison dernière. Et si en plus Musiala retrouve son vrai niveau, le Bayern peut être imbattable, je pense, dans les gros matchs. Il est créatif, il a des dribbles uniques, il peut faire basculer un match avec un dribble. Donc Musiala, ça va être vraiment un joueur que j'ai hâte de voir cette saison pour voir s'il va gagner en maturité aussi, parce que Musiala, peut-être, c'est ce qui lui manque, de la maturité. On a le sentiment qu'il n'a pas encore atteint son prime. On a l'impression que c'est un très très bon joueur, mais on veut en voir plus. On veut voir une saison complète, une saison régulière. Donc voilà, Musiala sera vraiment très intéressant à suivre. Mon deuxième choix, c'est Karl, qui lui a été révélé la saison dernière. Il a seulement 18 ans. Il ressemble un petit peu dans ses déplacements, dans sa capacité de dribble, sa grosse frappe. Il ressemble un petit peu à Lionel Messi, même si je ne sais pas si j'ai le droit de le comparer à Messi. C'est une révélation la saison dernière. On attend encore beaucoup de lui. Il a fait une très bonne saison, 5 buts, 5 passes décisives en Bundesliga pour son temps de jeu. C'est assez impressionnant, des très beaux buts en plus de cela. Il est un petit peu dans l'ombre de Michael Olise, mais on ne sait pas si Michael Olise, sur le long terme, il va rester au Bayern. Donc ça peut être intéressant de voir Karl se développer, même si il est fan du Real Madrid, mais ça veut rien dire. On a vu plein de joueurs passer au Bayern qui étaient fans du Real Madrid, finalement ils sont restés très longtemps, comme Ribéry par exemple. Donc il a un très très gros potentiel. Lennart Karl, il peut jouer aussi en tant que numéro 10. Donc ça va être vraiment un des jeunes à suivre cette saison, sa saison de confirmation, cette deuxième saison-là avec le Bayern. Et enfin, le premier joueur, c'est Tom Bischoff. Lui, il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça, même s'il a pas mal d'apparitions en Bundesliga cette saison. Il a seulement 21 ans. Jusqu'à là, en pré-saison, il a été impressionnant. Un vrai capitaine, un vrai joueur qui prend tout l'espace du milieu de terrain. Il a un super pied gauche sur coup franc, sur corner, même en dehors de la surface. Il a marqué un doublé contre Fribourg une fois. En dehors de la surface, je crois que 5 de ses 6 buts en Bundesliga sont en dehors de la surface, donc il a une excellente patte gauche, il est excellent balle au pied. Cependant, il y a une grosse concurrence au milieu de terrain du Bayern avec Kimmich, avec Pavlovic, mais Kimmich qui devient de plus en plus vieux, qui commence à faire des performances un peu moins bonnes, même s'il est toujours régulier. Donc Bischoff, il a vraiment quelque chose à faire cette saison. Il a joué un petit peu latéral gauche également, mais j'espère vraiment qu'il va pouvoir jouer au milieu de terrain. En plus de ça, il y a une super alchimie entre lui et Pavlovic, parce qu'ils sont super amis sur et en dehors du terrain. Donc ça va être vraiment un potentiel titulaire la saison prochaine. C'est vraiment le joueur que j'attends le plus. Après, on pouvait citer également Bayern Davies, qui revient lui aussi d'une blessure, ou Michael Olise, qui va devoir confirmer, Kane, mais ça, c'est des joueurs qu'on connaît déjà. Là, j'ai voulu proposer des joueurs qui sont jeunes, qui vont peut-être exploser la saison prochaine et devenir le nouveau visage du Bayern. Donc voilà pour le Bayern en Bundesliga et en Ligue des Champions, qui sera évidemment un favori dans les deux compétitions. Donc voilà pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo l'équipe, j'espère que elle vous a plu. Merci Mathéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Il reste plein de clubs encore. Ouais, plein de clubs, Liverpool. À vous abonner sur tous nos réseaux, oui, Liverpool, par exemple plein de clubs de Ligue 1, genre l'Olympique Lyonnais, Lille. Ouais. En première ligue, il y a Liverpool, Manchester United, Serie A, Juventus, etc. Il y a plein encore de clubs à faire et nous, on serait content d'en faire une. Mais on aimerait savoir si vous le souhaitez aussi. Donc j'étais en train de dire, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux, sur TikTok. En ce moment, on est très actifs avec notre série de Un jour, une pépite. Ainsi que nos pronos sur chaque grand championnat. Sinon on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao.